Ça se passe de commentaires. Voilà, c'est Pinturo dans la légende. Il l'a fait. C'est écrit dans le Dauphiné. C'est que c'est donc vrai. C'est ce qu'on dit en général hein, chez nous. Bonsoir à tous pour ce dernier numéro de la saison de Ski Chrono Débrief. On a la banane. Alexis Pinturo est devenu vainqueur du Gros Globe 24 ans après Luc Alphand. Ça a été le feuilleton de l'hiver. On va en parler avec Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde qui m'accompagne pour ce Ski Chrono Débrief. On va parler de ce sprint final, de toutes ces émotions, de ce grand champion, de ce géant, de ce beau week-end français avec les podiums qui ont accompagné aussi la victoire de Pinturo, que ce soit Mathieu Febvre en géant et Clément Noël en slalom aujourd'hui. Et puis aussi, on va dire quelques mots aussi du sacre de Petra Vlhova chez les femmes face à la Ragout. Voilà, un programme très, très riche. On enchaîne tout de suite, Marc. Alors, avant de parler de Pinturo et de faire des cocorico, le duel chez les femmes. Alors, je voulais juste rectifier. J'avais fait une petite erreur la dernière fois dans un calcul. Hein, je ne suis pas très, très bon en maths. J'avais parlé de 6 points entre les deux. En fait, il y avait 96 points. Donc, c'était quand même un écart assez confortable. Et Petra Vlhova a finalement emporté, aidée par les circonstances et la météo. On en parlera aussi dans cet épisode hein, de ces finales perturbées par le mauvais temps. On ne peut pas reporter des épreuves et qui ont fait que la Ragout, du coup, pouvait pas finalement, j'allais dire, contester la suprématie de la Slovaque, mais c'est un dénouement attendu et c'est bien pour Petra Vlhova. Oui, c'est bien pour elle. C'est la première victoire, hein, tu sais, de ces pays de l'Est, hein, de la Slovaquie ou de l'ex. Avant, c'est la Tchécoslovaquie. C'est la première victoire, hommes-femmes confondus. Donc, j'imagine que ça va avoir un impact énorme dans son pays. En tout cas, elle est comme beaucoup d'athlètes. Hein, ils ont une team privée. En tout cas, bravo à elle. Et bon, on peut toujours refaire le monde. L'année dernière, Brignon avait gagné. Et puis là, du coup, c'est comme ça. C'est le ski. La Ragout aura de quoi être évidemment déçu. C'est le sport. Il valait mieux annuler la descente, le super géant, où elle espérait rattraper des points. Voilà, mais en tout cas, je pense que Petra Vlhova l'a amplement mérité cette année. En tout cas, bravo à elle et à toute son équipe. Surtout. On est sur un profil donc d'une athlète qui fait toutes les disciplines. Hein. Elle a été présente constamment tout au long de la saison. D'ailleurs, elle était peut-être un petit peu aussi fatiguée. Hein. C'est avant tout une athlète. Physiquement, elle est vraiment impressionnante. Elle a connu une toute petite baisse de régime, mais finalement, je vais dire, la polyvalence a payé. Oui. Elle a une équipe absolument solide. Hein. La dernière fois que j'en avais parlé, j'ai eu l'occasion d'être à côté d'elle dans les différents stages avec Victor Touch. J'ai pu voir le professionnalisme de toute son équipe, comme toutes ses équipes privées. Effectivement, c'est les pays de l'Est, c'est des colosses physiques, c'est des gens qui travaillent énormément là-dessus. Le mental, le physique, une équipe implacable autour d'elle, autant les techniciens que son préparateur physique, le mental, la famille, et puis surtout la polyvalence. Et aujourd'hui, on a vu que toutes les polyvalentes, là, elles arrivent en fin de saison quand même bien fatiguées, mais en tout cas, rien à dire. En tout cas, bravo à elle, elle a été intraitable jusqu'à aller faire les descentes, comme tu l'as mentionné. Ouais. Donc là, bravo à elle. Ouais. Dernier aussi petit pied de nez de la Ragout hein, cette saison. Cette première porte et elle s'arrête. Elle aura du mal à nous faire croire qu'elle était mal placée. Oui. Après c'est. Elle a du tempérament, elle a du caractère. Hein. Ceci étant, je pense qu'au niveau de la FISE, il faut avoir un peu des gens comme ça qui ont du caractère et qui essayent de faire avancer le public. Hein. Elle est pas lisse, qu'à Crans-Montana. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas. Après, aujourd'hui, le petit coup, moi, je pense qu'elle a mis le clignotant, vu les conditions de neige, vu les conditions de visibilité, vu la forme de tracé qu'il y avait. Très difficile, très compliqué. Et puis, de toute façon, c'était fait. Donc, c'était quoi? C'était peut-être jouer une contre-performance aujourd'hui. Donc, elle a mis le clignotant. En tout cas, elle a aussi fait une magnifique saison. Oui, en tout cas, bravo à elle. Elle a eu des titres, championne du monde. Donc là-dessus, on ne peut pas lui enlever son palmarès. Après, son caractère. Elle est grande, comme on l'a dit ensemble. Elle est grande, majeure et vaccinée. Donc... Elle assume. Tessa Worley 9e aujourd'hui, mais ce qu'on va retenir, c'est sa 3e place au général du géant. Elle est toujours là, la Bornandine. Elle aura fait aussi une médaille au championnat du monde en parallèle. Elle fait encore une saison solide. Elle est toujours présente et toujours compétitive. Oui, elle est bien revenue suite au problème de genou qu'elle avait. Elle a su être patiente, elle a su retravailler tranquillement. Et je pense qu'elle en a été même surprise de pouvoir regagner cette année.
elle a repris cette confiance, elle sait où elle en est, je pense. Et puis, ça fait plaisir de voir un petit bout de femme comme ça, avec une belle tonicité, avec des belles valeurs. Je pense que Julien lui apporte beaucoup aussi, Julien Liseroux. Mais en tout cas, bien pour elle. On est vraiment très, très content qu'elle ait passé une saison sans blessure. Sans blessure. Sans blessure. Et elle finit troisième avec une magnifique Bassino qui méritait aussi amplement son petit globe en géant. Donc, c'est tout à l'honneur de Tessa, de l'équipe, en espérant qu'avec Lionel Pellissier, on en parle souvent, hein, ça va pouvoir drainer un petit peu les jeunes derrière. Bon, on attend le retour de Clara Virez, on attend aussi Roman, mais on attend aussi les jeunes derrière. Et c'est bien qu'elle soit encore là et qu'elle montre l'exemple. En tout cas, c'est bravo à elle et bravo au Grand Bornand. Bien sûr. Alors, il y en a un qui montre l'exemple, c'est Alexis Pinturo. On tremblait avant le début de ses finales. Il n'avait que 31 points d'avance. Et puis, il a décroché ce Graal, hein, dont il parlait, qui faisait rêver depuis qu'il est tout gamin, le gros globe de cristal. Il a fini avec 160 points d'avance sur Marco Odermatt. Finalement, il y a un bel écart. Comment tu as vécu ce dénouement, j'allais dire, même s'il avait dominé la première manche en géant, il y avait le spectre de cette deuxième manche qu'il avait aussi, qu'on avait vu à Cortina ou à Kranjska-Gora. Tu étais inquiet? Non, pas du tout, parce que je pense que ce qui a été, et c'est encore une fois comme pour les femmes, hein, le fait qu'il n'y ait pas eu la descente et le super G, je pense que ça l'a aussi soulagé. Ça a été en défaveur au Dermat. On se souvient que l'année dernière, ça avait été en défaveur pour Patu. Hein, oui, la saison s'était arrêtée prématurément, voilà, à cause du Covid. Exactement. Donc là, c'est légitimement. Moi, je le voyais costaud, solide. Je pensais que rien pouvait lui arriver, sachant que il a quand même 30 ans. Il a un petit peu plus d'expérience qu'Odermatt, qui était chez lui et qui, de toute façon, a dû faire face à cette pression. La pression a changé de camp. Voilà, qui était invisible. Hein, c'est toujours invisible, tout ça. Et on a vu un Odermatt moins confiant, moins libéré, moins souriant, avec plus de pression, et qui a vraiment pas bien skié du tout en géant. Et du coup, Peintu est resté lui-même, a su se remobiliser, a su se reconcentrer, a su rester concentré et pas se perdre dans tous les sens. Et je pense qu'il n'y avait rien à redire là-dessus. Oui, on craignait tous. Hein, à l'intérieur, il n'est pas passé loin, il a, à un moment donné. Mais bon, voilà, les grands sont capables de passer au travers tout ça. Et là, il m'a montré une grande, grande solidité au niveau mental et il est passé au-dessus. Et en plus, aujourd'hui, il finit remarquablement bien. Oui, en slalom. Alors, on va parler un petit peu de la construction de ce gros globe, hein, avec Pinturo, mais juste un mot sur le règlement de la FIS qui a fait beaucoup parler, hein, de savoir qu'on ne peut pas reporter au final une course, elle est annulée, elle n'est pas reportée. Le grand public n'a pas fort du mal à comprendre ça. Est-ce que la FIS ne va pas devoir évoluer pour donner un peu plus de toutes ces chances à tous les compétiteurs au moment du sprint final? On s'aperçoit quand même que entre les épreuves de vitesse cette année et les épreuves techniques, il y a une petite différence due aux annulations qui souvent s'abattent sur les épreuves de vitesse avec la météo. Il n'y a eu que 8 descentes, 6 super G, ça fait 14 épreuves. Dans le même temps, il y avait 11 géants et 11 slaloms, 22 épreuves. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué de s'imposer pour le gros globe quand on est descendeur. Oui, c'est vrai, ça lui était à l'époque de Luc. Je crois que c'est le dernier, hein, et depuis, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Voilà, des purs descendeurs. Et c'est vrai, c'est compliqué. La météo joue un rôle de plus en plus important depuis quelques années. Et là, effectivement, la FIS, il n'y a pas que ça. On a vu, il va falloir, je pense qu'au printemps, il va y avoir beaucoup de choses à remettre sur la table. On en a parlé déjà dans les différents débriefs. Hein, les soucis qu'il y a eu avec Isbull, les soucis à Salbar, les soucis sur les formats de parallèle, les soucis au niveau des pistes, qu'est-ce qu'on fait? Et là, aujourd'hui, c'est vrai que le problème, c'est les créneaux de météo et la densité du programme qui fait que nos amis de la vitesse, ils passent souvent la trappe. Ouais. Et je comprends le désespoir de Laragout, par exemple. Oui, quelque part, ça peut se concevoir. Revenons à Alexis Pinturo, donc 30 ans, il atteint son Graal. Hein. Comment il a, pour toi, construit j'allais dire, cette trajectoire dorée qui l'emmène au sommet du ski mondial? Il y a du travail, il y a sa cellule dédiée, hein, qu'il a initiée, j'allais dire, d'abord sans l'appui de la Fédé, puis finalement avec la Fédération française qui a compris les enjeux.
comment ça s'est passé pour toi? C'est tous ces petits détails qu'il a pu régler. Excuse-moi, Laurent, ça a sauté un tout petit peu. Est-ce que tu peux me Oui, répéter? je disais, la construction de ce globe, elle est à la fois donc son travail, hein, c'est le mérite, c'est un travailleur acharné. C'est aussi le fait qu'il ait pu faire sa cellule dédiée qui lui permet d'être très, très réactif. Et puis, surtout, il a construit ce globe autour d'abord déjà du géant, puisqu'il remporte le petit globe du géant. On dit le petit globe, mais c'est un beau globe du géant qui lui a permis de. Voilà, il a 34 victoires, dont 18 en géant dans sa carrière, donc c'est sa discipline de base. Oui, bah, tu sais, c'est arrivé à ce stade-là, c'est un tout. Pour revenir en arrière, Kili, en 64, il s'était pris les gros starts. Il a construit une équipe quasiment privée avec Michel Arpin pour être champion olympique en 68. Alphand avait aussi quasiment une équipe avec Stéphane Mougin, son technicien et bien d'autres. Et là, on retrouve le même phénomène, mais un peu plus encore dense. C'est un athlète hors norme qui a évidemment une tendance beaucoup plus orientée géant. À l'origine même, je dirais géant, super géant. Et surtout avec surtout avec c'est un tout. C'est-à-dire que tu peux pas isoler que Peintu tout seul. D'abord, le travail énorme qu'ils ont fait sur son matériel avec Ed. Ils ont recherché beaucoup. Ils avaient des grosses difficultés, notamment sur les skis de slalom ces dernières années, on va dire. Voilà, par exemple, par rapport à ce qu'ils avaient en descente et en super géant. Et ça, c'est y compris au niveau des chaussures, y compris au niveau des plaques. Et ensuite, le mental, le préparateur physique et la mise en place d'une bulle avec David Chiastam et son équipe aussi. Et ça, tu sais, la logistique, un athlète tout seul, ça ne marche pas. Et une équipe très bonne, sans un athlète, ça ne marche pas non plus. Donc, ça a dû être un consensus de tout ça et surtout, un seuil de patience énorme. Parce que tu as vu qu'il y a peu de temps en arrière, c'était quand même le désespoir. Il enfourche à Kranjka, il fait un mauvais résultat en géant par rapport à ce qu'il pouvait faire. Et tout ça, ça fait quand même des phénomènes de yo-yo. Mais il a toujours cette capacité à rebondir. Dans l'ensemble de sa carrière, à chaque fois qu'il a un coup de moins bien, derrière, il rebondit. Ça, c'est vraiment la marque des champions aussi. Oui, d'autant plus il avait la grosse déception encore une fois cette année. Il avait déjà eu aux Jeux Olympiques, mais il a eu cette année la déception pendant les championnats du monde. Il devait claquer géant, être médaille d'or, grosse déception. Donc il faut savoir rebondir, mais il faut aussi savoir être entouré. Tu sais, une grande équipe, c'est un capitaine, un capitaine, un navire, c'est un capitaine, et c'est tout ce qui va avec. Alors après, Peintu, évidemment que c'est un grand champion, il nous l'a montré. Et je pense qu'aujourd'hui, il a passé un cap, surtout, je dirais, le cap psychologique. Alors, souvent, on en parle, on se dit, ouais, le psychologique, ça paraît simple. Juste... Non, non, non. Le système est beaucoup plus compliqué. De prendre la distance par rapport à sans arrêt, tu vas gagner le globe, tu es ci, tu es là, les déceptions, les bons moments, les mauvais côtés, le choix du matériel, le choix de la préparation. Et là, je pense que sincèrement, il a montré aujourd'hui, je pense qu'il a passé un cap sur sa gestion personnelle et comment il est capable de pouvoir bien dormir, pouvoir bien récupérer pour claquer au bon moment. Parce que là, hier, il nous fait un géant magnifique. Et aujourd'hui, il nous fait un slalom exceptionnel. Ouais. Un géant magnifique dans lequel d'ailleurs Mathieu Febvre aussi est allé décrocher une 3e place. Alors elle est passée un peu inaperçue parce que le gros globe a tout balayé. Mais aussi, voilà, Mathieu est sur sa lancée des championnats du monde en géant, il est d'une constance remarquable. Oui, Mathieu, et il ne faut pas oublier aussi Thibaut Fabreau, qui est bien rentré cette année, qui n'est pas loin, qui est pas loin non plus. de nouveau une belle équipe de géants. Voilà, une belle équipe de géants, et il ne faut pas oublier, c'est toute cette belle équipe, des gars qui ont travaillé sur l'équipe de géants, toute l'équipe de slalom aussi. Et donc, ben, tout ça, ça a fait. Mais tu sais, c'est incroyable, c'est que Mathieu Febvre, au début de saison, et ça n'allait pas très, très fort. Et même en Coupe d'Europe, il n'arrivait pas à claquer des podiums. Et puis, soudainement, boum, il est passé, il a changé de matériel, il a pris les 198. Et comme quoi, tout ça, ça aussi, ça fait du haut et du bas. En tout cas, la stabilité de Pinturo, elle est remarquable. C'est qu'il a une solidité de ski, même aujourd'hui en slalom. Il est solide. Je veux dire, on ne sent pas sur le fil du rasoir, contrairement à d'autres athlètes. Justement, là, maintenant, dégagé de ce poids d'avoir pu décrocher ce globe de cristal dont on lui parlait depuis tant d'années, hein, parce qu'on l'avait programmé pour ça, on l'avait vu pour ça. Jusqu'où peut-il aller pour toi? Alors, l'année prochaine, il jouera encore, je pense, le gros globe, mais il y a d'autres échéances. Jusqu'où il peut aller? L'échéance pour lui, maintenant, elle est et Jeux Olympiques pour la prochaine, et Championnat du Monde chez lui. Je pense qu'aujourd'hui, les deux objectifs qu'il lui reste à atteindre par rapport à la légende qui peut être aujourd'hui, c'est Jeux Olympiques l'année prochaine, certes, et finale du Coupe du Monde en France pour préparer les championnats du monde chez lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est certainement les objectifs qu'il aura
qu'il aura certainement devant lui ou qu'il aura en tête. Ça me semble tout à fait logique. Après, où est-ce qu'il va s'arrêter? Il faudra lui poser la question à lui-même. Mais tant qu'il aura envie, et ces deux objectifs-là vont vraiment, c'est la belle carotte. Bien sûr. Et pour lui, tout comme l'équipe, ainsi que l'équipe de France. Bien sûr. Alors, dans sa stratégie, on a vu que le géant était la discipline de base, hein, c'est son phare. Il a aussi réussi à reprendre le bon wagon en slalom, hein, ce qui n'était pas si évident que ça. Il est re-rentré là dans le top 7 mondial avec son bon résultat du jour, tout en, j'allais dire, développant aussi sa qualité en Super G. Il a 30 ans. Pour la suite, tu vois comment les choses évoluer, parce qu'est-ce qu'il va pouvoir garder cette qualité en slalom? Est-ce qu'il doit un peu plus monter sur le Super G comme l'ont fait tous les grands polyvalents, les Norvégiens, Q, Sommet, Eberharter, Miller? Ou est-ce qu'il doit faire comme Marcel Hirscher et rester sur ses bases techniques? Moi, je prendrais plus l'option Marcel Hirscher. Je prendrais plus l'option Marcel Hirscher parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ces dernières semaines, il a montré sa polyvalence, en tout cas en géant et en slalom. Il est capable aussi de gagner des super géants. Il nous l'a déjà montré. Et donc, là-dessus, je ne me fais pas de soucis, mais je prendrais plus l'option, on va dire, d'un Marcel Hirscher. Après, ça va être la gestion des programmes, la gestion des temps forts, des temps faibles, et surtout éviter de prendre des risques sur des on va dire, des super G qui sont typés descente, plutôt que d'avoir des super G qui sont typés géants. Ça, je pense que c'est une stratégie. Et aujourd'hui, je pense qu'il aura toute la force et l'expérience pour justement faire de la stratégie et qui lui permettra de rééditer, ou en tout cas d'aller chercher maintenant le titre olympique ainsi que le titre mondial. À ce propos, on a vu se développer sur les réseaux sociaux et dans certains commentaires sur des médias la question de savoir si Alexis Pinturault était le plus grand skieur français de tous les temps. Est-ce que c'est si important de ça que savoir si c'est le plus grand skieur français de tous les temps? C'est difficile de comparer les époques. Oui, c'est vrai. Mais sincèrement, alors moi, je ne suis pas du tout intéressé par ce genre de commentaires. On peut ressortir les historiques. Alors, du coup, tu es obligé de faire des comparatifs. Tu es obligé de faire des comparatifs, j'allais dire, identiques. Alors, après, il y a des périodes différentes. Mais celui qui a gagné. Il n'y avait pas le même nombre d'épreuves. Voilà, exactement le même nombre d'épreuves. Mais pour te donner un exemple, celui qui a gagné le plus grand nombre de compétitions, on va dire internationales et mondiales, il s'appelle Jam Coutet. Parce qu'il gagnait la descente, le slalom, le combiné, le saut à ski, le ski de fond. Donc, toi, non, mais on peut revenir plus là. Après, il y a eu Guy Péria, il y a Jean-Claude, il y a eu 3 médailles olympiques. Alors après, moi, sincèrement, rentrer dans ce genre de débat, sincèrement, non, merci pas pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'Alexis Pinturault est le meilleur skieur du monde de la saison 2020-2021. Ça c'est clair, il nous l'a montré. Il a le gros globe, donc là, personne ne peut revenir là-dessus. Il a un certain nombre de victoires en géant, tu l'as dit, un certain nombre de victoires en Coupe du Monde aussi. Donc, 18 victoires en géant, 34 en Coupe du Monde. Voilà, donc derrière, rien d'autre à rajouter. C'est le meilleur de la saison. Je pense qu'il était aussi le meilleur l'année dernière. Il a malheureusement, à cause du Covid, pas pu défendre ses chances sur les finales. Je pense que l'année dernière, il aurait pu gagner le général aussi. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, cette année, il l'a dans sa poche. Et je pense que c'est une juste récompense pour toute l'équipe. Encore une fois, son staff est énorme. Et je ne pourrais pas citer tout le monde, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, il n'oublie personne. Et c'est important. Bon. On va clôturer là notre saison de ski chrono débrief. Hein. Les équipes de France de ski et de snowboard arrêtent ces saisons de Coupe du Monde sur 91 podiums en Coupe du Monde, hein, entre toutes les disciplines. Encore un bon résultat pour les Français. Marc, je te remercie de m'avoir accompagné dans cette aventure qui a débuté en pleine saison. On va retrouver, je pense, tout le monde en début de saison, au mois d'octobre, de nouveau suivre Alexis Pinturault, Tessa Worley, Clément Noël et tous les autres. Un petit salut à JB Grange qui a mis fin à sa carrière aujourd'hui de la plus élégante des manières. C'était un grand moment, beaucoup d'émotions. C'était vraiment un super week-end. Marc, je te dis bon printemps, bon été et rendez-vous donc au mois d'octobre en 2021 pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir. J'aimerais juste te demander quelque chose, Laurent, si tu le permets, avec nos auditeurs. Oui. J'ai vu que tu avais une magnifique casquette ski chrono. Je pense que la prochaine fois, on essaiera d'en avoir. Je voudrais passer une casquette, voilà. C'était parce que c'était un petit peu la fin de saison et c'était pour dire chapeau bas, monsieur Pinturault, et encore bravo. Voilà. Oui. En tout cas, merci à toi de m'avoir fait confiance. Laurent, c'est surtout réciproque. Tu m'as fait confiance et on espère pouvoir progresser, d'être encore meilleur, nous aussi l'année prochaine.
sans problème. Voilà. Je te remercie. On fait la bise à tous nos auditeurs. Et puis, on est un grand cocorico. Hein. Là, ce soir, on va pouvoir arroser. Moi, je te rassure, je vais boire un petit verre quand même à la santé de l'équipe de France et de toutes ces belles saisons. OK. Merci. Merci.